Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, nos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire, mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes aux vies extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Et toi, du coup, Adam, comment tu vis le fait de partir de France pour aller jouer en Serbie? Et du coup, ton statut il change. Tu passes de joueur formé enfin, tu passes de JFL à joueur étranger. Comment tu as vécu ce changement de statut? Une fois que tu pars à l'étranger, tu es considéré, on va dire, comme un Américain, tu vois. En termes du club qu'on avait, on va dire, c'était un peu un cocon, puisque c'était le club de l'agence. Les agents, les entraîneurs, on travaille tous ensemble. Donc, de ce côté-là, j'ai pas eu vraiment de problème au niveau de l'intégration, puisque tout était fait pour que je réussisse. Même au niveau des structures, avec les appartements, j'étais proche de la salle. Tout était fait pour que je me sente à l'aise. Mais dans le pays en général, tu peux sentir que tu es étranger, tu vois, dû au fait que déjà tu es grand, tu es renois. Là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, s'ils savent que tu es là, c'est soit tu joues au basket, soit on se pose des questions, tu vois. Soit on se pose des questions. Je me sentais quand même en sécurité parce que c'est Michko. Michko, c'est quelqu'un de connu là-bas. C'est quelqu'un connu dans l'Est de l'Europe, tu vois, en termes de basket et tout ce qu'il a fait. Donc, de ce côté-là, je me sentais assez en sécurité. Mais c'est vrai que j'allais pas non plus n'importe où. On avait quand même des directives, tu vois. Quel genre de directive? Il y avait certaines villes, certains endroits, certains spots où on n'allait pas forcément dans Belgrade, tu vois. On va dire certains restaurants, tu vois, où ça va être vraiment leur culture, tu vois, leur endroit où c'est pas qu'on va pas forcément être bien accueilli, mais c'est pas forcément aussi notre place. Mais est-ce que du coup, vous avez quand même essayé d'y aller? Au moins une fois, genre l'adrénaline, voir ou pas? Moi, j'y suis allé parce que Pour l'adrénaline. Au cas où je me fais tuer. Bon, écoute. malgré le fait que tu vois, c'est un peu le côté aussi interdit que tu as envie de voir. Pourquoi moi, je peux pas aller là-bas, tu vois? Mais ça s'appelle des kafanas. Les kafanas, c'est vraiment, on va dire, les soirées serbes où tu peux manger, il y a de la musique serbe, tu vois, c'est vraiment leur culture, tu vois. Moi, j'aime bien quand même connaître la culture d'autres pays, comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, sur quoi ils dansent. Du coup, c'est ça un peu que je voulais voir, tu vois. Connaître, savoir et même le repartager derrière. Ne pas voir que on va dire, les stéréotypes qui donnent le mauvais côté, tu vois, mais aussi me dire que, ah, bah, tu vois, tu peux aller en Serbie et ils t'accueillent dans leur kafana. Ils sont même contents au final, tu vois. Ils sont contents que tu viennes, tu vois. Je vais prendre cet exemple, mais c'est un peu la marionnette quand tu rentres dedans, tu vois. Ils sont un peu étonnés, tu vois. Ils sont là, donc ils sont contents, ils te voient danser, ils te voient t'amuser, tu vois. Ça leur fait plaisir. Toi aussi, tu es là, tu t'intègres, ils sont contents. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. Et ils dansent sur quoi, du coup, les Serbes? Sur du Joule? Ah non, c'est musique traditionnelle avec leurs Mais instruments, tu vois. Les gens qui chantent, tu vois, les musiques qui durent 5-6 minutes, tu vois, tu te rends compte. Comme Jokic, là, il a fait une vidéo. oui. Exact. C'est vrai, il a fait une vidéo. Ouais, c'est vrai. Et du coup, au niveau basket, tu disais que tout était mis en place pour que vous réussissiez. Genre, c'était comment un peu tes journées, elles étaient organisées comment du coup? Bah, je vais te faire un peu une journée type. On avait un match par semaine au début du championnat, parce qu'on joue la Ligue. C'est ce qui réunit les pays de l'Est. Donc, on va dire une journée type, c'est entraînement à 10 heures. Donc, je me lève vers 9 heures, boum, je vais à la salle. Entraînement à 10 heures, individuel. Les extérieurs, ils travaillent ensemble. Les intérieurs, ils vont en musculation. On Ouais. fait ça pendant 1 heure. Après, on switch. Après, il est à peu près midi. On fait un entraînement collectif. On fait du 5-5. Ensuite, après l'entraînement collectif, c'est là où tu as encore ton travail individuel. Chacun un peu doit travailler ce que les coachs veulent que tu améliores. Et aussi,
pour certains qui vont aller en Euroleague ou en NBA, ce que, on va dire, les scouts voudront que tu fasses, on va dire, un match, entre guillemets, tu vois. Donc, on va dire, l'entraînement, il dure à peu près 3 heures au total. Ah ouais. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous en France. Ouais. Moi, j'étais vraiment spécialité sur le shoot. Donc, j'avais un assistant qui s'appelle Boki. Vraiment, lui, c'est lui qui m'a corrigé mon shoot, tu vois. Essayer d'avoir le geste le plus fluide, avoir un peu d'arc sur mon geste. Donc, généralement, après les entraînements, je devais tirer 1000 shoots, tu vois, sur la shooting machine. Des fois, ça pouvait être 1500, des fois, ça pouvait être jusqu'à une certaine heure. Et les coachs, ils sont tout le temps là, ils vont te regarder tirer tes shoots. Mais c'est un peu comme il y avait un documentaire sur le Partizan avec Léo Westerman et Geoffrey Lauvergne à l'époque là. Et genre Ouais, ils vas-y. s'entraînaient, ils faisaient entraînement individuel et tant qu'ils n'avaient pas fini, ils rentraient pas chez eux, on leur ramenait à manger, des trucs comme ça. Ouais. Vous Ouais, aussi c'était un peu comme ça? Franchement, c'était comme ça parce que des fois, en fait, le temps que tu finisses tes tirs, il est quasiment l'heure du deuxième entraînement, en fait. L'entraînement de l'après-midi, souvent, il était à 16 h, il me semble. On va dire que tu termines l'entraînement collectif à 12h30, 13 h. Derrière, tu as tes shoots à faire. Et si tu es dans un jour où tu es fatigué, où tu mets rien dedans, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois. Et tu commences à réfléchir, tu te dis, mais là, j'ai mal au bras, là, j'arrive pas à pousser dans mes jambes, je commence à avoir faim, tu vois. Tu entends ton ventre, il commence à faire des bruits, tu te dis, ah ouais, j'ai encore 700 shoots à faire, j'en peux plus. Et au final, tu n'as même pas le temps, vite fait, de rentrer chez toi, te préparer à manger, faire une sieste. Non, tu prends un petit goûter vite fait, tu te reposes à peine 30 minutes, soit tu peux rentrer chez toi. Moi, je rentrais comme c'était vraiment à côté, mais des fois, je restais même à la salle et j'enchaînais direct avec l'entraînement de l'après-midi. Ça t'a servi ça? Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, putain, allez, j'en ai marre, ça me saoule, c'est trop? Ou alors tu t'es dit, putain, c'est dur, mais vas-y, mon objectif, c'est la NBA ou autre, et c'est un passage obligatoire. Franchement, le côté travail, je me plaignais pas parce que j'avais vu, comme tu as dit, Momar, le reportage de Léo Westerman et Geoffrey Lauvergne là, aux Partisans. J'avais un peu l'appréhension que ça allait être comme ça, tu vois. Surtout qu'on n'était que des jeunes avec des gros objectifs et qu'ils misent beaucoup sur nous. Donc, avec tout le staff qu'on avait, on avait vraiment l'aide possible pour devenir meilleur. Donc, je ne me plaignais pas de ce côté-là. C'était le côté le plus relou, on va dire, c'était les sanctions. Ça peut être les sanctions d'entraînement, ça peut être les sanctions à cause des matchs. Exemple, généralement, à chaque fois que tu perds, que ce soit un drill de shoot, un drill de 1 contre 1, un drill de 5 contre 5, 3 contre 3, peu importe, en fait, tu as toujours des sprints à courir. Et tu as 10 sprints en 1 minute, en fait. Tout terrain? Tout terrain, ouais, tout terrain. Des fois, ça pouvait changer. Des fois, ça pouvait être, on perd, on va dire, de 15 points après un match. Tout de suite après le match, on rentre à la salle d'entraînement et on se met à faire l'araignée. On est main et pied sur le parquet et on doit avancer et reculer tout terrain. Et le truc, c'était on perd de 15 points ou de 20 points. Tu fais ça multiplié par 2 pour la sanction elle soit vraiment réelle. Et tu fais ça après le match, il est 23 heures. Tu as déjà joué un match, tu as joué 30 minutes, tu vois. Et tu te mets à faire l'araignée. C'était des trucs où, franchement, je me disais, mais pourquoi on fait ça? Et en fait, ça t'endurcit. Tu n'as plus envie de perdre. Est-ce T'as que, plus- parce qu'on dit souvent de genre qu'en France, les jeunes, ils travaillent pas assez et tout. Est-ce que toi, quand tu es parti en Serbie et tu as voyagé dans d'autres pays, tu t'es rendu compte qu'en France, tu travaillais pas assez ou ça t'est jamais venu à l'idée de te dire ça ou... Quand je suis arrivé en Serbie, je me suis dit clairement que le niveau de travail, il n'est pas pareil. Après aussi, sous la forme de travail, c'est un peu différent, tu vois, en centre de formation. On va dire qu'en Serbie, on était déjà pro, tu vois. En centre de formation, il y en a certains, ils ont l'école. Il y en a certains, ils multiplient les entraînements, tu vois. Donc, les créneaux, ils sont un peu particuliers. C'est des fois, tu t'entraînes pas avec ton équipe, tu t'entraînes avec les esports. Je parle pour moi, tu vois. Même je sais que quand j'étais à Gravelines, je crois que c'était à ma deuxième année, ouais. J'étais parti voir le directeur du centre de formation et je lui avais dit, ouais, je sens que je ne me donne pas assez, tu vois, j'aurais besoin de plus d'entraînement, tu vois, des entraînements individuels où je peux avoir au moins 1 heure pour bosser sur le shoot ou le dribble. Mais fallait vraiment que je le demande, tu vois. Ouais, c'était C'était pas pas mis en instantané. place comme, Ouais. comme un Et Megalex. il t'a dit quoi, lui? Ouais. Il était d'accord pour ça?
Je pense que ça l'a surpris, mais d'un bon côté. Mais tout de suite, il était d'accord, tu vois. Je pense que tes demandeurs, on ne va pas te refuser. Et lui, il était tout le temps d'accord. Il a mis ça en place avec le coach pro. Du coup, à la fin des entraînements, j'avais toujours un créneau pour faire du travail individuel et ça m'a servi, tu vois. Mais même malgré ça, je sentais que c'était toujours un peu light. Toujours, je me disais qu'il y a moyen de faire plus, tu vois. Mais c'est pas forcément dans l'esprit aussi, tu vois, en France, de vraiment te donner à fond sur l'individuel, tu vois. C'est beaucoup plus collectif. Ouais. Et en Serbie, ils n'hésitent pas si toi, tu as besoin de ça, tu vas l'avoir, tu vois. Et tu vas l'avoir même plus que tu l'espères. On privilégie plus le résultat collectif que le développement individuel des joueurs, je pense. Ouais, Ouais, c'est exactement. clair. Tu vois, en France, je trouve, les entraîneurs individuels, ça a été créé que maintenant, tu vois, je trouve, avec Gomis à Lasvel, par exemple. Mhm. Dans le circuit LNB, c'est le seul que je connais, tu vois. Dans un club qui est Dans un partie club. prenante dans un club, ouais. Ouais, tu vois, le reste. Bah, En fait, sinon, après. il y a bienvenue à Paris Basket, je crois. Ouais, Maintenant. il y a bienvenue à Ok. Paris Basket aussi. Mais sinon, tu vois, c'est que l'été, quand toi, t'es demandeur, que ton agent, il te trouve des mecs avec qui bosser. Mais sinon, en pleine saison, enfin, à part si t'étais au Malédon, ou Mbanyama, parce que voilà, je sais comment il travaille, tu vois. Mais sinon, Mhm. le reste, il n'y a, En y a pas, plus, y a pas ça en France. je trouve que c'est un peu dommage parce que pour certains joueurs, des fois en France, ils veulent jouer d'une certaine manière, mais quand tu arrives dans une équipe, tu as un rôle. Et des fois, on va dire tes capacités techniques, elles sont pas vraiment définies pour ce rôle que tu as, tu vois. Et le fait d'avoir des coachs assistants qui te font travailler sur ce que tu vas avoir aussi en match, mais pour aussi ton développement personnel, ça aide beaucoup sur ta saison, mais ça aide aussi pour le reste, tu vois. Tu vas pas sûrement faire toute ta carrière dans un club et tu auras besoin de savoir, je sais pas, prendre des 3 points dans le corner. Si tu joues que au début de raquette, si tu vas dans un club qui te fait jouer dans le corner, tu auras besoin d'avoir ces feelings, ces sensations. Et je trouve que c'est ça qui manque un peu en France, tu vois, c'est le travail individuel sur ce que tu peux avoir en match, combiné à ce que tu peux, aux joueurs que tu veux être. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et du Mhm. coup, par exemple, quand tu es parti en Serbie et que juste sur le travail individuel, là, quand tu Mhm. étais en Serbie et après on va enchaîner après plus tard sur les États-Unis, mais quand tu arrives en NBA, vu qu'il y a beaucoup de matchs, ce genre de choses, est-ce que la mise en place du travail individuel, c'est le même ou c'est beaucoup moins? C'est vrai que c'est plus compliqué, surtout parce que c'est un rythme en fait à prendre, tu vois. Le fait de jouer, des fois tu peux partir le soir même ou tu peux partir le lendemain, voyager dans une autre ville, ou des fois tu as des back-to-back. C'est un rythme aussi, tu dois un peu plus prendre soin de ton corps. Tu dois pas forcément être dans l'intensité, mais plus dans, on va dire, la technique, des choses un peu plus fluide, tu vois, les trucs où tu vas retrouver des sensations, tu es plus dans ça. Tu peux toujours être demandeur, tu vois, les créneaux, ils vont être un peu plus compliqués à avoir dans la saison parce qu'il faut savoir aussi, il y a l'autre équipe d'en face, tu vois, qui a besoin de leur créneau aussi pour leurs joueurs. C'est vrai que tu sens que pour ton développement à toi, si tu joues pas, le travail, tu n'en auras pas énormément, tu vois, durant la saison. Et du coup, transition toute trouvée. Donc, quand tu pars de Megalex, Ouais. tu vas faire des workouts, c'est ça l'été qui suit. Mhm. Tu fais des workouts, Ouais. workouts NBA. Et du coup, comment ça se passe? Comment toi, t'appréhendes ces moments-là? Est-ce que tu as eu je sais pas, des gars en NBA qui t'ont donné des conseils ou des mecs qui sont passés par là et qui t'ont donné des conseils ou t'y allais comme ça, mentalement, je parle, tu vois? Comme j'avais déjà l'objectif d'aller en NBA, l'année d'avant, quand j'étais à Gravelines, je m'étais présenté, mais j'avais retiré mon nom. Et j'avais eu un peu l'avant-goût des workouts, tu vois, comment ça se passe, quel type d'intensité c'est, les voyages, tout ça. J'avais un peu cette première appréhension déjà enlevée. Donc là, quand je suis arrivé aux États-Unis, je savais déjà à quoi m'attendre. On va dire le plus compliqué dans le process des workouts, c'est vraiment mental, je trouve, parce que c'est combien de temps aussi ton corps il va tenir, tu vois, c'est dur, tu vois. Et ça se passe. Ouais, explique-nous un peu comment ça se Ouais. passe, nous qui sommes de l'extérieur. On voit les mecs, il y a des drive combine, on voit plein de trucs, mais on ne sait pas au final comment ça se passe, combien de temps ça dure, etc. Donc explique-nous un peu, ouais. Déjà, on va dire, pendant l'année, tu as les scouts qui viennent à ton match. Je parle de quand j'étais à Méga.
ils parlent avec les coachs, tes agents, tout ça. Ils donnent un peu les retours à eux. Nous, on n'a pas le droit personnellement de parler aux scouts. C'est une règle, c'est interdit, donc on ne peut pas interagir avec eux. C'est une règle Euh, NBA ou c'est une règle que le club, que Megalex a imposée? c'est une règle NBA. Et du coup, avant ça, tu vois à peu près quelles équipes sont là régulièrement et quelle équipe est là un peu pour quel joueur aussi. Donc, la saison se finit. Dernier match, boum, tu voyages aux États-Unis. Et ton agent, il va te dire, tu as une liste de workouts. Par exemple, moi, je pense que j'avais 10 workouts à faire. Il va te dire, tu as Dallas, Brooklyn, Boston. Je dis des noms au hasard. Je ne me rappelle plus exactement qui j'avais. Boston, Brooklyn, Philadelphie, New York, Oklahoma, Chicago, etc., etc. Des fois, ça peut être des workouts back-to-back, comme des fois, si les villes elles sont assez proches. Par exemple, si tu fais Brooklyn, si tu as un workout Brooklyn et New York, tu peux l'avoir back-to-back, mais si tu as un workout New York, Los Angeles, généralement, tu auras un jour pour voyager et arriver dans l'autre ville. Ouais. Donc, après ça, donc, tu voyages, tu vas dans la ville, ils te récupèrent à l'aéroport, il y a une voiture qu'ils ont commandé, un chauffeur qui vient te récupérer à l'aéroport, ils te dirigent dans leur hôtel qu'ils ont pris pour toi. Tu peux avoir, quand tu arrives dans la chambre d'hôtel, les uniformes déjà de l'équipe pour être prêt pour le lendemain. Généralement, il y a les assistants et c'est tout le staff qui travaille pour l'équipe qui t'envoie un message, bien arrivé. Donc, voici ton programme de demain. Tu vas commencer par ta visite médicale. Ensuite, tu auras test avec le kiné. Ensuite, tu vas peut-être avoir des exercices en muscu, tu vois. Et ensuite, tu es sur le terrain. Tests médicaux avec le docteur, c'est généralement pour voir si tout va bien et que tu n'as pas de problème de santé. Le kiné, c'est pour voir un peu plus sur ta carrière, les blessures que tu as eues, si tu as des pépins physiques en ce moment, s'il peut arranger quelque chose ou te strapper sur le moment si tu n'as rien. Mais même si tu sais que tu n'as pas d'antécédents, sur le moment, tu flippes ou pas? Parce que tu te dis quand même, tu vois, tu as des exemples sur les dernières années avec Jonathan Jeanne, des trucs comme ça. Est-ce que tu te Ouais. dis, ils vont peut-être découvrir un truc? Ou tu t'es allé, tu étais tranquillement, mentalement, tu étais frais? Je te mens pas, hein. Omar, je te mens pas, hein. J'ai toujours cette impression que ça n'arrive pas qu'aux autres, tu vois. Donc, quand c'est le kiné, tu vois, je sais que j'ai pas eu, je touche du bois, j'ai pas eu beaucoup de pépins physiques, tu vois. Donc, je lui dis, oui, je me suis déjà tordu la cheville, des petits trucs comme ça. Mais le docteur, surtout quand ils te font des scanners, des IRM, tu vois, des trucs, c'est vraiment eux qui connaissent les termes et tout ça. En Je plus, suis ils là, te sortent des trucs, ouais, ton arrière-grand-père, il n'a pas eu. je te jure, je te jure. Est-ce que tes parents ou tes cousins, tu vois, ils ont eu des trucs. Après, tu réfléchis, tu te dis, oh, ma mère, elle a de la tension, mais est-ce que toi, Ah, mais est-ce vous que rigolez, mais toi, ça avait fait ça à Batum. Ça avait fait ça Bah à oui, Batum, hein. mais c'est pour ça que je pose la Ouais. question, parce Ouais. que des fois, les mecs, oui, j'avais lu l'interview de Batum, tu te dis, les mecs, ils te sortent des trucs. Ouah, ouais, laisse tomber. t'es là, mais même moi, je sais pas si ma mère, elle a déjà eu ça ou ma grand-mère, elle a déjà eu ça. En plus, c'est possible, tu vois, je sais pas. Des fois, si vraiment je suis pas sûr, je préfère dire non, mais généralement, enfin, ça s'est bien passé, mais j'ai toujours eu cette appréhension, surtout pour les trucs du cœur qui découvrent aujourd'hui, comme par hasard, que, je sais pas, il y a eu un problème. Donc, c'est vrai que j'ai toujours ce moment de doute quand même, tu vois. Après le kiné, enfin, le check médical, après, c'est quoi la suite un peu? Ensuite, tu vas sur le terrain, tu es avec le coach de la muscu et en fait, tu as les tests physiques. Donc, c'est à peu près les mêmes tests qu'on voit au draft combine, tu vois, où par exemple, tu as les tests de détente, les tests de vitesse. Tu peux avoir aussi les max en muscu. Tu as aussi les mensurations, combien tu pèses, ta taille, ton envergure. C'est principalement ça, ouais, les tests. Et généralement, tu es 3, voire 6 par workout. Généralement, tu es plus 6 parce qu'ils aiment bien voir du 3 contre 3. Mais je sais qu'il y en a qui ont déjà fait individuel, il y en a qui ont fait avec 2 personnes ou 3. Ça dépend vraiment qui a qui ce joueur-là, tu vois, comme joueur. Et après les tests physiques, c'est là que tu passes au terrain avec les coachs assistants. Des fois, ça peut être aussi le coach principal qui te fait le workout. Généralement, c'est les assistants. Et là, tout de suite, vous enchaînez sur des drills, donc des séquences de shoot. Ça peut être des séquences de 1 contre 1 contre les coachs assistants.
Ensuite, sur du 2 contre 2. Et après, vous jouez les uns contre les autres sur du 2 contre 2, 3 contre 3. Et des fois, ça peut être sur du 5 contre 5 avec les coachs assistants en plus. Tu vois. Imagine, tu te fais taper par l'assistant. Mais en plus, le pire, c'est que les assistants, c'est généralement des anciens joueurs, tu vois. Ouais. Ils ont joué soit en NBA ou en G-League ou overseas, tu vois, ils ont joué en Europe. C'est des gens qui savent jouer. Ça veut dire si tu arrives ce jour-là, tu avais un workout la veille où tu es KO, et là tu arrives, tu as les jambes lourdes, le coach, il va pas te donner de cadeau. Il va se donner à fond parce que lui aussi, c'est son job, tu vois. Il doit assumer le fait d'être player development. Ouais. Donc, tu peux voir des coachs des fois qui rentrent tout leur panier. Tu te dis, mais wesh, je vais pas être drafté s'il continue, tu vois. Tu peux voir un coach athlétique, tu vois, il te met des bons coups. Tu te dis, ah ouais, lui, il joue dur, tu vois. Des fois, tu tombes sur des coachs, vraiment, tu te dis, ah non, lui, je sais pourquoi il est là, tu vois. Genre, lui, il a game, tu vois. Et comment ça se passe au niveau de entre les joueurs, entre vous les joueurs qui préparent la draft et vous faites tous ces workouts. Est-ce qu'il y a une certaine on les connaît les Américains, tu vois comment ils sont. Eux quand ils ont un objectif, je trouve c'est extrapolé mais fois 1000, tu vois. Et est-ce que tu as cette sensation où tu te dis putain ouais, c'est vraiment la guerre, les mecs en face ils me laisseront rien, tu vois. Genre même pas une miette. En fait, tu arrives, tu sais que on est tous là un peu pour la même chose, tu vois. On veut se faire drafter, on veut qu'une équipe elle nous choisisse, on veut bien paraître devant l'équipe, se donner au maximum. Donc, quand tu arrives un peu, on va dire, tu es dans le vestiaire avant l'entraînement, tu fais connaissance, tu demandes d'où il vient. Généralement, ils sont au collège, ils sortent du collège. Il te demande par rapport à toi, donc tu fais connaissance, tu vois à peu près combien de workouts il a fait, donc tu essayes d'estimer sa condition physique, tu vois. S'il a fait 6 workouts, tu te dis, ah, lui, il a déjà beaucoup donné, tu vois. Moi, je suis à mon 2e, j'ai les jambes encore fraîches, tu vois. Je peux me viser vers lui, pas le gars qui a fait un workout encore, tu vois. Généralement, tu as les noms avant. Donc, moi, je sais que je connaissais pas forcément tout le monde. Donc, j'essayais de me renseigner sur Instagram ou YouTube. J'essayais de taper les noms, voir vraiment ce qu'il fait, si c'est un shooter ou il aime plus driver ou il fait plus de passes, tu vois, pour être prêt. Le jour J, tu vois, quand tu arrives, tu reconnais le gars, tu dis, ah, c'est lui qui fait que shooter, donc il faut que je short vite, tu vois. Ou si lui, il aime que driver, je vais un peu reculer. Mais durant l'entraînement, c'est vraiment un combat. Des fois, c'est limite, ça tourne plus à de l'agressivité, tu vois, même du basket. Tu te rends coup pour coup, il faut se battre au rebond, il faut courir. Donc, tu dois courir avant ton défenseur, avant le gars à côté de toi. Il faut que tu fasses beaucoup plus d'efforts, tu vois. C'est-à-dire, s'il donne 100%, il faut que tu donnes 110, tu vois. Il va donner 120, tu dois redonner 130. Et j'ai eu un peu ce duel, tu vois, quand j'ai fait le workout avec San Antonio, avec Josh Okogie, un joueur super athlétique. En plus, il défend, il a une énergie de fou. Lui, c'était l'un de ses premiers workouts. Et moi, j'avais déjà fait des workouts. Je venais de voyager la veille. J'étais un peu plus fatigué que les workouts d'avant. Je vais le dire honnêtement, tu vois, sur l'énergie, il m'a battu. Et ça m'a vraiment étonné parce que il y avait un rebond, la balle, elle rebondit. Je cours vers la balle, je vois quelqu'un qui court à fond, qui me tape la balle. J'étais là. Oh, tu te dis, en fait, des fois, tu réfléchis, tu te dis, ouais, les coachs, ils ont vu ça, tu vois. Sûrement, c'était monsieur Saute aussi, lui. Lui, c'était monsieur Saute aussi, tu vois. Un vrai monsieur Saute. Ça veut dire, des fois, j'étais là, ah ouais, il se donne plus que moi, il faut que je lui rende coup pour coup. Tu vois, le gars, il donne rien, il lâche rien. Il va te rentrer dedans, il va te donner des coups de physique. Toi, tu es là, tu dois encaisser, tu dois lui rendre. Mais vraiment, sur l'intensité aussi, c'est là où tu vois que les Américains, ils sont prêts. Quand c'est le moment d'y aller, jusqu'à la dernière minute, ils sont prêts. Et ils ne vont pas réfléchir si... tu vois, moi, j'ai un peu ce côté aussi, des fois, il peut se passer un truc où je vais réfléchir, ah mince, tu vois, genre, il n'y a pas ce moment avec eux, tu vois, ils ne vont jamais se dire mince, direct, c'est la prochaine étape, la prochaine action. C'est un peu on va dire, c'est un peu pour sortir du ghetto, enfin, cette mentalité un peu ghetto. C'est ça. Et on en revient aussi, je trouve, à comment est-ce qu'on prépare les joueurs, tu vois. Je trouve en France, des fois, on est un peu trop laxiste, ou alors à part ça, en fait, on est
à des années-lumière des conditions de travail comme tu l'as vécu, Adam, à Megalex, en Serbie, ou aux États-Unis, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir. Comme tu disais, Moumar, les gars aux États-Unis, ils veulent faire du sport pour justement sortir du ghetto, sortir de leurs conditions, quoi, tu vois, et vraiment changer de vie, quoi. Nous, Changer. c'est trop Coubertin, nous, Ouais, mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est clairement vrai. c'est pour participer. L'important, Ouais, c'est c'est participer. Mais c'est vrai. En France, donner le meilleur de soi-même, tu vois, des après phrases ça, comme ça. non, après ça, c'est important aussi. C'est important Mhm. aussi de. Non, mais c'est important, mais quand tu arrives à un certain niveau, je pense que c'est lui ou toi, tu vois. Donc, à partir de là, il n'y a plus Coubertin, on l'oublie et c'est fight, tu vois. C'est malheureux, Ouais, mais Ouais. c'est vrai, tu peux pas arriver à un workout ou à un match, tu vois, où tu te dis, je vais donner le meilleur de moi-même. On dirait que tu arrives un peu gentiment et tu veux juste donner le maximum, mais pas te battre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. Ouais, ouais. Alors que eux, une fois que c'est le moment d'y aller, on va se tuer, tu vois. On va se rendre coup pour coup. Il pense même pas à donner le meilleur de soi-même parce qu'il va le faire. Lui, je veux aller au next level, tu vois, sur ce workout. Ouais, Et, c'est et dans du, ses gènes, en fait. et du coup, Ouais. après ces workouts-là, il y a un petit espace entre la draft. Tu as quoi? Tu as des interviews avec les GM. Ton agent, il te dit comment ça va se passer la draft. Dans quel état d'esprit tu arrives à la draft après tes workouts? Toi, tu te positionnes? Tu te dis, je vais être drafté, je vais pas être drafté. Comment tu es mentalement pendant ce temps d'attente au final? Déjà, généralement, à la fin des workouts, tu as soit des interviews avec des journalistes qui peuvent venir après les workouts, tu vois, surtout si tu es l'autre hippique ou tu es potentiellement drafté telle position ou tu as fait une bonne saison, on parle de toi, donc on veut en savoir un peu plus sur toi, ce que tu ressens, ce que tu penses, tout ça. Donc il peut y avoir des journalistes après le workout où automatiquement tu as toujours des interviews avec les assistants ou le GM. Ça peut être des fois le président, ça peut être des fois le coach. Ils veulent un peu plus en savoir sur ta vie, sur ton parcours, comment tu as commencé, quelles étaient les étapes, quelles sont tes motivations. Ils veulent en savoir sur aussi ta famille, tu vois, qui sont tes parents, qu'est-ce qu'ils font, si tu as des frères et sœurs, s'ils font du sport, tout ça. Et de là, ils essaient de se faire un peu une idée globale de, OK, cette personne, elle est comme ça dans la vie. Voici ses motivations et voici comment elle est sur le terrain. Ça fait un peu un package de toi en un jour. Et donc après, quand tu as fini tous les workouts, personnellement, moi, je me rappelle qu'après un workout à Dallas, je m'étais blessé à l'adducteur. Donc ça avait annulé le reste de mes workouts. Tu vois, je ne pouvais pas participer aux autres. Et donc après, j'étais dans l'attente de la draft pour savoir si j'allais être drafté ou pas. J'étais moins optimiste parce que je sais que moi, je suis une personne où les workouts, ça allait beaucoup m'aider pour mes chances à la draft. Ça allait pas que être ce que j'ai donné sur la saison qui allait me faire avoir une place à la draft. Donc, quand j'ai eu cette blessure, ça a un peu, on va dire, réduit mes chances. J'ai essayé de discuter avec mon agent s'il n'y avait pas moyen de juste faire des interviews, que ce soit avec des journalistes un peu positionnés dans le milieu, qu'ils ont un peu de la voix, comme ça peut être journaliste de Draft Express, tu vois. Tu voulais Wojnarowski, quoi. Ouais, Adrian. je sais que si tu fais une bonne interview avec lui, ça va être écouté, ça va être entendu. Et les médias, ils jouent beaucoup, tu vois, dans la draft. C'est quand même un business parce que, on va dire, les médias, c'est ce qu'ils vont redonner au public. Mais justement, est-ce que ton côté un peu réservé, un peu, on va dire, fermé pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu penses que ça t'a joué des tours par rapport à la draft, par exemple? Je pense, ouais. Je pense, ouais, parce que le fait que, entre guillemets, je suis réservé, ça fait que je ne peux pas me vendre. Je ne peux pas vendre, on va dire, ma personne à un journaliste. Ça veut dire, si je n'arrive pas à le vendre à un journaliste, je n'arriverai pas à le vendre à un public. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quand tu as ces interviews-là, tu es censé vraiment te vendre et mettre toutes les chances de ton côté. Limite, être un peu arrogant, te voir plus loin que tu ne l'es, mais c'est ta vision des choses, tu vois. Donc, les gens, ils doivent acheter ça. Le fait aussi d'avoir aussi cette barrière de la langue, parce que, on va dire, à l'époque, c'était maintenant, il y a 3-4 ans, je parlais pas aussi couramment anglais que maintenant. Avec la barrière de la langue, on va dire, tu réponds juste aux questions, mais tu n'as pas le plus qui fait que ils ont été satisfaits de la réponse, tu vois. Ouais, tu Ils ont, développes pas assez, quoi. Tu t'es trop voilà, terre à terre. exactement, ouais.
Et ça joue beaucoup. Franchement, c'est 50-50, tu vois. Des fois, ils savent que tu peux avoir un mauvais jour sur le terrain, que tu vas pas forcément bien shooter ou que tu seras KO parce que tu as eu 6 workouts avant et que tu viens d'arriver le jour même, des fois, tu vois. Tout ce qui va être dans la relation, comment tu vas réussir à parler, communiquer, te vendre, ça aussi joue beaucoup avec comment ils vont voir quelle personne tu es, tu vois. Et du coup, après tout ça, t'es pas drafté. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ah, j'étais à New York, j'étais chez Frank Nilikina, mon pote. Il y avait et ma cousine, il y avait de la famille, il y avait des amis qui étaient venus pour l'occasion. Donc on regardait tous la draft à la télé, on était tous au salon. Bon, le premier tour passe, je m'y attendais, je ne vais pas mentir, que je ne sois pas au premier tour. Et là, le deuxième tour commence, donc je me suis dit, allez, tu vois, genre, il y a peut-être une chance, même si je n'ai pas pu faire tous mes workouts, tu vois, je sais que les workouts que j'ai fait, c'était super bien passé. Le dernier workout que j'avais fait avec Dallas, il y a je crois que c'est le président ou l'assistant général manager qui était là, qui m'a demandé, oui, c'est qui ton agent? OK, on va regarder pour toi à cette position. Donc, il y avait quand même un peu d'espoir, tu vois. J'avais même dit ça à mes agents qu'il avait vraiment kiffé le workout, qu'il pensait me prendre en cette position. Je crois que c'était vers les de 45 à 60. Donc, je regardais le deuxième tour, j'étais un peu optimiste, tu vois. Je me suis dit que ma chance, elle va peut-être briller. Et là, tu vois, tu arrives à 30, ensuite 31, 32, tu passes à 40, 41, 42, tu passes à 45, 50. Et là, tu te dis, bon, il y a toujours espoir, mais tu le vois un peu en mode, ah, c'est la Ouais, fin. il en reste plus que 10, quoi. Il en reste plus que 10. Si vraiment c'est moi, tu vois, je suis chanceux de ouf, tu vois, mais j'espère encore. 52, 53, 54. Toujours pas. Là, j'arrive à 55, 56. Ouais, j'ai même plus regardé. J'ai même plus regardé. T'arraches quitte. Ouais, j'ai racheté, j'ai dit, eh, c'est bon, c'est pas cette année. 59, 60, ça passe. Sentiment, tu vois, bien sûr, tu es déçu. Tu te dis, ouais, j'ai voulu bien faire, je me suis donné, tu vois, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais jusqu'à ce que je me suis blessé, tu vois. Donc, j'étais déçu. Après, je me suis pas dit que c'était une fin, tu vois. Donc, on était tous un peu silencieux, tu vois, on savait pas trop quoi dire, tu vois, c'était pas un moment joyeux. Et du coup, comment ça arrive le two-way contract avec Chicago? Ça arrive directement dans la soirée, le lendemain? C'est quoi le processus pour que tu puisses signer avec Chicago en two-way contract? Vu que avec Dallas, ça s'était super bien passé, et c'est pas Dallas qui t'ont proposé, c'est Chicago qui t'ont proposé ce contrat. Du coup, ouais, je savais pas forcément quoi faire, quoi penser. Et dans la même soirée, mon agent, il m'appelle. Je crois qu'il était à New York aussi à ce moment-là, je crois que c'est au Madison Square Garden, la draft, ou au Barclays Center, Ou au quelque chose comme Barclays, ça. je crois. Il m'appelle, il me dit, voilà, bah, désolé, tu as donné le maximum, on est fiers de toi. En Serbie, ça s'est super bien passé. Tout ce que tu as donné sur les workouts, il y a eu des bons retours. Mais des fois, ça arrive, des fois, c'est le business, tu vois. Et voilà, il raccroche. Et il me rappelle, il me dit, voilà, j'ai eu Chicago au téléphone, tu vas faire la Summer League avec eux et tu vas te battre pour un spot et pour un potentiel two-way, tu vois. Et là, je te mens pas, je me suis dit, quoi? Parce Monsieur que Saute-Saute. je savais même pas comment exprimer, tu vois, mes émotions, tu vois. J'arrivais même pas à extérioriser. En fait, j'étais sous le choc parce que je me disais, mais attends, c'est fini, c'est pas fini, tu vois. Il m'appelle tout de suite, je sais pas quoi faire là, je dois faire quoi, tu vois. Tout de suite, je dis à ma soeur, je dis, ah, Yelena, bah, je vais faire la Summer League avec Chicago et normalement, je me bats pour un contrat, un two-way. Et tout. Je dis, ah ouais? Et elle-même, elle ne savait pas forcément comment expliquer parce qu'elle ne comprenait pas. Tu vois, on était déçus juste à un instant. Là, on a une bonne nouvelle, tu vois, ça change tout. Et il m'a dit, ouais, il va me rappeler pour m'expliquer un peu les détails et tout, mais là, il est occupé, tout ça. Donc, moi, j'étais vraiment, j'ai eu la nouvelle, mais je ne savais pas comment réagir, tu vois. Je ne connaissais pas forcément la suite. Est-ce que j'allais à Chicago tout de suite ou, tu vois, j'étais mitigé, tu vois. Ouais, mais tu l'as vu quand même comme une seconde chance d'atteindre ton Ouais, objectif. ah, clairement, clairement. Surtout que Chicago, c'était un workout que je devais avoir.
et que je me suis blessé avant de même pouvoir le faire. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire que vraiment, il voulait me voir, vraiment, il voulait, tu vois, que je fasse le workout, que s'ils m'invitent à leur Summer League, c'est vraiment qu'ils ont l'intention pour moi, tu vois, ils ont l'estimation et tout, tu vois. Et du coup, tu fais la Summer League avec eux, du coup, ça se passe bien. Si tu signes avec eux un tout, ouais, c'est que ça se passe bien. Et là, tu arrives aux Chicago Bulls, dans la franchise de Michael Jordan, le numéro 23. Qu'est-ce que tu te dis? Je connaissais déjà la ville, tu vois, mais je connaissais plus la ville par la musique. Chief Keef, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait du son, il a fait du bruit, même en France, tout le monde le connaît. Je voyais le truc, ah ouais, Chicago, je vais être vraiment dans la ville où ça bouge, tu vois, genre Chief Keef, Jordan, D-Rose, tu vois, il n'y a que des légendes, tu vois. J'arrive là-bas, tout de suite, je fais un tour de la ville, je vais en ville, je vais voir la Rico géant, euh, je vais voir la salle d'entraînement, je vais voir là où on joue nos matchs, l'United Center. Là, il était en travaux parce qu'il y avait des matchs de hockey, mais je vois la salle, je prends des photos, je fais des snaps et tout. Je sors de la salle, je vois la statue de Michael Jordan, je commence à prendre des photos, j'envoie à ma famille, tout ça. Tu vois, genre, c'est un choc, tu vois, quand même. Genre, tu passes de. Bon, tu vois, j'ai grandi à Paris, mais tu passes de Gravelines à Serbie, et là, tu te dis, tu joues à Chicago, une grosse ville, il y a que des légendes qui sont passées là-bas, c'est historique de ouf. Les fans, ils sont à fond sur l'équipe, tu vois. Franchement, je regardais le truc qu'avec des gros yeux, tu vois. J'étais quand même impressionné, tu vois, je te mens pas. Je suis pas nulle part, tu vois. J'ai pas atterri, avec tout le respect que je dois aux autres équipes, tu vois, j'ai pas atterri à Sacramento ou À New Orleans. au C'est l'équipe que j'avais en tête, Sacramento. tu vois, j'ai pas atterri dans une petite équipe, tu vois. En plus, il y avait que des bons joueurs quand même quand je suis arrivé, tu vois, qu'ils étaient là depuis longtemps. Même si leurs résultats en équipe, c'était pas ouf, mais individuellement, il y avait des bons joueurs et tout. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça va être un combat quand même, tu vois, ça va être chaud. Et du coup, parce on sait comment ça se passe durant la Summer League, tu as les mecs qui sont draftés, plus d'autres mecs comme toi qui attendent un contrat. D'ailleurs, tu parlais pendant les workouts, c'était vraiment la guerre. Et est-ce que Mhm. est-ce qu'on n'atteint pas le paroxysme de tout ça, quoi, justement? De les mecs, limite, ils sont prêts à vendre leur mère pour avoir un contrat, quoi. On sait que la Summer League, c'est plus du basket, c'est les mecs qui sont là vraiment pour se montrer, quoi. Le jeu collectif n'existe pas, c'est vraiment les mecs pensent stats, stats, stats tout le temps. Après, on va dire, dans la Summer League, il y a quand même une hiérarchie, tu vois. C'est que il y a déjà des joueurs qui sont dans l'équipe qui participent aussi à la Summer League. Il y a les joueurs draftés qui participent à la Summer League. Et il y a ceux qui se battent aussi pour un contrat qui participent à la Summer League. Donc, moi, je faisais partie des gens qui avaient déjà mon contrat. Donc, à la Summer League, j'avais déjà, on va dire, mon spot de titulaire. Donc, j'étais pas forcément dans le combat d'avoir une place, mais j'étais dans le combat de montrer de quoi j'étais capable, tu vois. J'avais pas fait de workout avant. Même quand j'étais arrivé à Chicago, je pouvais pas encore faire de workout parce que j'avais pas signé mon contrat. Et j'ai signé mon contrat la veille du départ pour la Summer League à Las Vegas. Donc moi, j'étais vraiment dans une optique où, voilà, j'ai mon spot. Maintenant, on va dire, c'est sécurisé pour la Summer League. Mais là, maintenant, je dois montrer à l'équipe que je peux avoir aussi ma place dans l'équipe, tu vois, et montrer de quelle manière je peux servir à l'équipe, tu vois, montrer mes qualités, montrer tous mes atouts, tu vois, tout de quoi je suis capable. Et on va dire, du coup, ça reste quand même une faille parce que tu as ceux qui se battent pour un spot qui veulent un peu show off. Ils veulent montrer qu'eux aussi, ils méritent leur place. Et c'est vraiment très individualiste, mais l'individualiste, il faut qu'il rapporte à l'équipe. C'est pas, OK, je vais mettre 30 points, mais si tu mets 30 points et que tu passes vraiment pas la balle, et que ça tue le jeu collectif, là, tu n'es plus dans le truc. Mais si tu mets tes 30 points et que tu arrives à jouer avec l'équipe, et qu'au final, l'équipe, elle se dit que bah, tu es le gars qui score, tu vois, c'est que tu ramènes de la confiance. Donc, et c'est ça aussi qu'ils cherchent, tu vois. Ce qu'ils cherchent les équipes, c'est comment tu peux rentrer dans une équipe et être en alchimie avec les autres. Et c'est ça aussi, moi, ce que j'essayais de montrer, tu vois, c'est comment je peux rentrer dans une alchimie avec l'équipe,
Je ne m'étais pas forcément entraîné avec les gars, comment je vais réussir à jouer avec eux tout en étant performant moi-même, tu vois, parce qu'il ne faut pas que je m'oublie, faut faire des stats, tu vois, c'est important maintenant aujourd'hui. Et il faut savoir combiner les deux. Et du coup, la première année avec Chicago, tu fais 11 matchs en NBA et la deuxième, tu en fais 13. Et dans ces 13 matchs-là, de la deuxième saison-là, tu sais que tu as une stat où tu es rentré dans l'histoire de la NBA? Ah ouais? Tu sais pas? Tu savais pas? À ma deuxième année? Ouais, Ouais, ta mec. deuxième année. T'as fait le buzz. Contre t'as fait New le Orleans, buzz. t'as rappelles pas ce que t'as fait? C'était à ma première année, c'était à ma première année. C'était la première année? Ouais. Ah, je crois que c'était en deuxième année, ça. Ouais. Tu peux nous expliquer, Adam? Il y a ma mère qui devait venir aux États-Unis pour la première fois. Et elle venait avec ma tante. Donc, on jouait les Pelicans ce soir-là, tout ça. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être pas un match où je vais jouer, tu vois. Je vais être en tenue ce match-là, mais c'est peut-être pas un match où je vais jouer. Mais je suis déter, tu vois. Même sur le banc, si je joue pas, tu vas me voir sauter et crier en mode Monsieur saute-saute, tu vois. Je sais pas, vraiment, ce jour-là, je me sentais bien, en fait. Je me disais, ma mère, elle arrive, elle va voir un match NBA où je suis là et tout, je suis bien et tout. Il y a ma tante aussi, je suis bien. Donc, je sais qu'elles doivent arriver, vraiment, le match, il a déjà commencé, elles vont arriver vers la mi-temps, tu vois. Donc, le match, il commence. Non, pardon. On a shooting le matin. Et là, le coach, il me dit ouais, sois prêt ce soir parce que tu vas peut-être jouer. Je crois qu'on a des blessés, tu vois. Donc, tu vas peut-être jouer. Moi, je me dis ah ouais. Enfin, je ne lui ai pas dit directement, mais dans ma tête, je me dis ah ouais, tu vois. Lourd, il y a ma mère qui vient, ça veut dire je vais jouer. Donc, j'avais de l'énergie de fou. Je me sentais bien et tout ce jour-là. Bon, la première mi-temps se passe et je joue pas, tu vois, mais je suis là, j'essaye de voir si ma mère, elle est dans les tribunes. Donc, à la mi-temps, je la vois, je fais signe et tout, et tout ça, elle est contente, tout ça, je les vois un peu fatiguées, tu vois, mais elles sont contentes, tout ça. Deuxième mi-temps et tout, ça passe et tout. Et je me pose un peu la question, c'est quand, tu vois, parce que il m'a dit que j'allais jouer et je me suis dit que j'allais être dans la rotation. Les rotations, elles passent toujours et tout, je vois le 5 qui sort, le deuxième 5 qui rentre, tout ça, des joueurs du troisième 5 tout ça. Et je me dis, ah ouais, peut-être ça va pas être ce soir. Et là, boum, au bout de 5-6 minutes, tu vois, Adam, boum, je rentre. Oh. Et on est sur le terrain, tout ça, première passe. Je crois que c'est Kobe Watt qui me fait la passe. Et je crois, je sais plus, je fais un drive ou je la repasse. Ouais, juste pour avoir un peu de feeling, tu vois. Je viens de rentrer, des fois, tu me connais, tu as les mains froides. Tu vois, tu fais ça, tu vois, tu t'essuies avec ton short, tout ça. Et je crois, il y a temps mort. Et Kobe, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout, shoot et tout. Là. Et moi, je le prends en mode, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, genre, je suis sur le terrain, il n'y a plus beaucoup de temps, tu vois. Donc, boum, deuxième action et tout. Kobe, il me fait la passe, je crois. Et boum, direct, je tire 3 points, filoche, boum. Là, je me dis, ah, c'est bon, je me sens bien. Momar, tu connais, hein, quand je me sens bien comme ça, là, ça peut aller vite. Hein. Ça veut dire premier tir, boum, je le mets. Boum. Là, déjà là, dans le sentiment que j'avais, je me disais, ah, c'est mort. Là, vraiment, c'est mort. Fallait pas me faire rentrer. Hein. Fallait pas me faire rentrer. C'était le mauvais moment pour eux. Je sais plus, je crois que c'est la deuxième action et tout ça. On joue, là, boum, deuxième tir, boum, je mets. Là, vraiment, je me disais, ah ouais, non, là, je me sens vraiment bien. Mais tu sais, c'est des sentiments. Tu n'as pas tous les matchs. Même des fois, tu as des bons matchs. Tu n'as pas le sentiment de, ah ouais, là, je me sens bien aujourd'hui. Mais vraiment, tu te sens léger. Tu vois, tu sens que tout est fluide et tout. Boum, je mets le deuxième tir. Et après, bah, ça s'enchaîne, tu vois. Les fin de ce côté, 3 points et tout. Tout le monde crie et tout ça. Mais le problème, c'est que je crois que j'ai raté 2 lancers francs. Et en fait, j'étais dans l'euphorie. Et en plus, avec ma mère et ma tante, elles étaient là. Et le panier, il est en face de moi. Et juste à côté du panier, je peux voir, en fait, ma mère et ma tante, tu vois. Tout le monde crie, tout le monde crie. Moi, je suis dans la ligne de lancer franc. Et des fois, tu vois, tu es trop énergétique, tu vois. Et tu as besoin de redescendre. J'arrive sur la ligne de lancer franc, je me dis, bon, là, il faut que je me calme, tu vois. Parce que si je tire tout de suite, je vais mettre une brique. Tu vois quoi, ça passe trop. J'essaie de redescendre.
Et à chaque lancer franc, l'erreur que je fais, c'est que je regardais en fait ma mère et ma tante à côté. Et c'était là comme ça. Et en plus, on peut voir un peu sur la vidéo où j'essaye un peu de ne pas sourire, tu vois. Mais tout le monde est en mode content pour moi, les coéquipiers, ils me tapent, allez, let's go et tout, t'es chaud, tout ça. Le public, il crie. Je vois ma mère et tout dans les tribunes, elle fait comme ça et tout. Donc j'avais trop d'énergie, j'avais de l'excitation et tout. Je rate mes lancers francs, je suis déçu, mais le deuxième lancer franc que je rate, je crois que derrière, j'ai mis un panier, ou je ne sais plus si j'ai mis un panier ou un tir. Donc, ça a un peu rattrapé les petites erreurs, tu vois. Mais ce jour-là, je vois la salle écrit MVP. Là, tu me connais comment je veux rigoler, je veux sourire, tu vois, je suis content. La salle écrit MVP, j'ai envie de dire, allez, tu vois. Mais non, il faut rester pro, tu vois. Non, c'est cool, c'est cool. Et en termes de stats, ça donne quoi du coup? C'était 15 points en combien de temps? Ouais. 15 minutes à 15 100% au tir. Ouais, 15 points en 5 minutes, 100% au tir. Et en vrai, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes de temps de jeu. Les points, ils se sont passés vraiment vite, tu vois. Ils se sont passés en 2-3 minutes. Ça a Ça fait m'a que j'ai battu un record que je ne connaissais même pas, tu vois. Mais ça m'a fait penser à Timac quand il avait marqué contre Ouais, les ouais, Spurs, c'est vrai. 13 points en 35 secondes, un truc comme ça. Et en plus, tu vois, au début, quand ils ont dit il y a un record, moi, je pensais que c'était le record de T-Mac, mais j'avais oublié qu'il avait fait en à peine 30 secondes. Et du coup, à ce moment-là, tu es sur une phase ascendante, parce que c'était en février, je crois, à peu près. Et tu Ouais, commençais à jouer après ce match-là. Je me rappelle même, parce que moi, je regarde un peu les émissions américaines. Et sur ESPN, NBA TV, tu sais, wow, le petit Mokoka, tout ça, tu vois, ils commençaient à parler de toi. Et le coach, il te donnait de plus en plus de temps de jeu. Et là, c'est en février 2020, donc c'était. Et là, il y a le Covid qui ouais. arrive. Et du coup, ça t'arrête en plein vol. À ce moment, qu'est-ce que tu te dis? Ah, j'avais la rage. Mais j'avais la rage parce que il m'avait dit que j'allais finir la saison avec l'équipe, tu vois. Donc, j'allais plus partir en J-League, j'allais finir la saison avec l'équipe NBA. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, là, ça va me permettre d'avoir du temps de jeu, de m'exposer, tu vois, peut-être avoir un spot, tu vois, même pour l'année prochaine. Mes plans ont échoué. Le plan a échoué. Et dans la lancée où j'étais et l'opportunité qui allait être présentée, je me suis dit, ah ouais, ça tombe pas au bon moment. ouais, tant d'efforts pour au final, putain, il y a une pandémie mondiale pour gâcher ça, quoi. Et justement, le fait là de te relancer avec ton équipe à Oklahoma en J-League, comment est-ce que toi tu vois les choses pour la suite? Bah, déjà, après l'année où le Covid il a suspendu la saison, c'était la question de savoir est-ce que j'allais rester ou pas. Au début, moi, j'étais pas forcément enthousiaste à rester parce que le contrat de c'est aussi compliqué quand même comme contrat parce que c'est un contrat où tu as 45 jours à avoir dans une équipe. Et si tu fais plus de 45 jours ou si vraiment avant 45 jours, l'équipe elle décide qu'elle te veut, elle peut te signer, ou après les 45 jours. Donc, c'était un contrat assez particulier, tu vois, même au niveau du salaire. Ton salaire, il dépend aussi des jours NBA, tu vois. Tu n'as pas forcément un salaire fixe. Ta situation, elle est pas vraiment fixe. Tu es entre deux équipes, ça veut dire tu voyages des fois avec la J-League, des fois tu dois rejoindre l'équipe NBA, tu vas pas jouer, mais tu dois aller jouer en J-League. Donc, c'est beaucoup d'allers-retours. Moi, je trouvais que c'était beaucoup, tu vois. Ça faisait beaucoup pour ma première année, tu vois, où tu es censé découvrir le pays et la ligue, tu vois, parce que c'est une grosse organisation. Tu dois apprendre vraiment limite step par step. Et je trouvais que pour une première année, c'était beaucoup. Et des fois, c'est vrai que je ne savais pas forcément quoi faire, tu vois. Des fois, je ne savais pas où me mettre, tu vois, parce que j'étais entre les deux. On va dire, tu es traité un peu différemment, tu vois. On va dire, quand tu es en G-League, tu es les top players. Quand tu es en NBA, tu es t'es le rookie. Donc, j'étais vraiment entre les deux et c'était pas forcément quelque chose qui m'a plu. Donc, moi, j'essayais de voir si j'avais une chance un peu ailleurs avec le reste de la fin de saison que j'avais fait, tu vois, un peu le buzz, tout ça. Ou même voir si je pouvais avoir une équipe en Europe, une bonne équipe en Europe où je pourrais avoir un bon rôle dans une équipe Euroleague, quelque chose comme ça. Il s'avère qu'ils étaient chauds pour me garder. On a changé tout le staff,
tout le staff a quasiment changé au niveau des coachs, des GM, des présidents, des assistants coachs aussi, tu vois. Et pour la deuxième saison, c'était la saison en bulle, donc, où il n'y avait pas de fans dans les tribunes. Et notre équipe à Chicago, il n'y avait pas de G-League. Donc les Windy City, il n'y avait pas cette année-là. Donc ils ont décidé en fait de me garder, de me laisser avec l'équipe première. Et aussi, logiquement, le salaire allait aussi changer. Et vraiment pour que je sois à part de l'équipe première, que je m'entraîne, que je voyage avec eux. Et avoir aussi l'opportunité de faire quelques matchs durant la saison, tu vois. Et du coup, c'est ça qui t'amène à, après avoir, en te disant, je suis entre deux eaux, je sais pas trop où j'en suis, c'est là que arrive Nanterre. Qu'est-ce qui fait que tu signes spécialement à Nanterre? Tu voulais retourner en région parisienne, après le Covid, mentalement c'était compliqué, ou c'est parce que c'est l'opportunité qui s'est présentée, le meilleur projet? Ben, j'ai quitté Chicago, c'était un peu, j'ai quitté les États-Unis un peu dans un sentiment, un truc que j'ai inachevé, tu vois. Un truc qui ne s'est pas vraiment terminé comme je le voulais, ou j'ai laissé une opportunité là-bas, mais là, je devais un peu plus penser à moi et aussi à ma vie, tu vois. Enfin, je grandis chaque jour. Là, ça faisait 2 ans que j'étais aux États-Unis. Il y a eu le fait de Covid, ça faisait beaucoup d'isolation, tu vois. Donc, même au niveau, tu vois, de ta vie, tu te sens un peu seul, tu vois. Tu te sens isolé, tu te sens seul. Il n'y a pas forcément des gens qui peuvent venir dans le pays à cause des règles. Toi, tu ne peux pas partir non plus parce que tu es en saison. Tu as aussi des obligations. Donc, après cette deuxième année, j'avais joué que 13 matchs, ça faisait 2 de plus de l'année d'avant. Je ne sentais pas forcément un intérêt majeur du niveau de Chicago en termes basket. Et là, je me suis dit, je pense qu'il faut que je trouve une équipe où j'ai vraiment des responsabilités qui misent sur moi. Et je ne voulais pas non plus aller en G-League. Je voulais essayer de juste step up, ne pas forcément juste retourner en G-League pour essayer d'avoir une opportunité cette année-là. Je voulais vraiment step up, essayer de grandir, essayer de voir où j'en étais, tu vois, au niveau du basket. Mais comment j'allais pouvoir grandir de ces deux années à Chicago et ne pas stagner, tu vois, d'être toujours régulier et de devenir meilleur. Et durant cet été, je pensais plus partir à l'étranger de base, tu vois. Je visais plus l'étranger. Je visais aussi 2 compétitions, c'est-à-dire l'Eurocup et le championnat, ou l'Euroleague et le championnat, peu importe où j'allais. Et juste pour garder le rythme d'avoir plusieurs matchs par semaine, tu vois, parce que l'objectif, c'était quand même de retourner aux États-Unis. Il s'avère que Nanterre, c'est venu très tard. Je refusais des offres, que ce soit en Espagne ou en Turquie. Des fois, c'était le projet basket qui ne me convenait pas. Des fois, c'était plus le plan financier qui ne me convenait pas. Et donc, j'ai refusé des offres, j'ai refusé des offres. Et quand Nanterre est arrivé, c'était fin novembre. J'étais presque sur le point de partir en Espagne. Mais quand Nanterre il m'a appelé, j'ai discuté avec le coach, Pascal Donadieu, et le projet qu'il m'a présenté au niveau basket, tu vois, c'est ce que je voulais, tu vois. Il m'a appelé pour me dire que, voilà, on a besoin d'un joueur comme toi et tu auras toutes les responsabilités, tu seras titulaire. On a besoin de quelqu'un de physique, qui défend, mais qui est aussi capable de scorer. Et moi, c'était ce que je recherchais, tu vois. Et parenthèse aussi, la fenêtre équipe de France, tu vois, puisque là, j'allais retourner en France. Donc, ça veut dire que les gens allaient me voir de plus près. Ça allait peut-être aussi me permettre de faire des fenêtres. À l'époque, tu vois, je le voyais comme ça, sur les périodes de trêve internationale. Donc, je me disais aussi que ça pouvait être une ouverture, que l'assistant coach de l'équipe de France me voit et me coach pour vraiment me connaître et savoir quelle personne je suis et de quoi je suis capable sur le terrain. Est-ce que à ce moment-là, quand tu rentres en France pour jouer à Nanterre, est-ce que tu ressens t'as ce changement de statut parce que de part tu es passé par la NBA, mais est-ce que par rapport, je sais pas, avec tes coéquipiers, ton entourage, est-ce que les gens te regardent différemment après ton passage en NBA? Ouais, ouais. Quand j'étais à Gravelines et que je jouais en pro, j'avais 18 ans. Quand je suis venu à Nanterre, j'en avais 23. Déjà, je suis plus considéré comme un jeune, enfin, en tout cas à mes yeux. Ça change beaucoup quand tu es en France parce que quand tu es jeune en France, généralement, tu joues pas ou tu joues pas beaucoup. C'est compliqué de se créer un chemin pour être pro, tu vois. Vous-même, vous savez. Et quand je suis arrivé à Nanterre,
je sentais pas que j'avais ce statut de jeune, tu vois. Je sentais vraiment que j'étais un joueur professionnel avec un bagage déjà, même si j'avais que 23 ans, j'avais déjà ce bagage de l'étranger et que je connaissais aussi le championnat de France. Donc, je pense qu'au niveau, tu vois, des coéquipiers, ça a dû donner l'impression un peu, il y a un joueur NBA qui arrive dans notre équipe. Pas forcément négatif, mais ok, certes, il est jeune, mais il a l'expérience, il va apporter à l'équipe. Et est-ce que, justement, par rapport à ça, ton statut joueur NBA, plus en dehors du basket, est-ce que tu as ressenti des gens qui tournaient autour de toi? Enfin, tu sais, tu connais les gens sur Facebook ou sur Instagram. Ah, Adam, comment tu vas, mon gars? Alors que tu leur as pas parlé depuis la CM2. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, après, tu vois, ça faisait tellement longtemps, enfin tellement longtemps, ça faisait peut-être 3 ans, j'étais pas en France. Tu vois, ça recrée des liens avec ceux que tu as perdu un peu, tu vois. Même la famille, ça resserre les liens encore plus. Mais tu vois toujours des gens qui se rajoutent, tu connais, tu vois. Des Il pièces y en a rattachées. un qui a vu une fois, ouais, on était en cours ensemble au Nord-Omer, tu vois. Tu te rappelles, quand tu vas jouer à Gravelines, ouais, on était ensemble au cours en Nord-Omer, quand tu joues à, je sais pas, n'importe quelle ville, ouais, je te suivais depuis le début. Tu connais, il y a toujours des gens qui... Bah après, je pense que c'est des gens qui sont contents, tu vois, ils t'ont vu, peut-être calculaient pas forcément avant, mais ils te connaissaient, ils savaient ce que tu fais, et aujourd'hui, en fait, ils voient que tu réussis plutôt bien, donc ils sont là, ah ouais, bah ils sont davantage contents, tu vois. Ils se disent, ah, je connais quelqu'un qui a réussi. Enfin, je pense qu'il faut bien le prendre. Je ne vois pas la chose négativement, mais ce n'est pas non plus ce qui va me faire créer des liens davantage avec la personne. Ouais, Si notre relation, elle était comme ça, elle va rester comme ça. Et du coup, pour toi, t'as réussi, du coup, parce que tu disais, ouais, le fait que les gens connaissent quelqu'un qui est réussi. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir joué à NBA, t'as réussi? Franchement, non, parce que c'était un objectif aller en NBA, mais c'était plus un objectif sportif, tu vois. Je me dis pas que j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai encore tellement de choses à faire. Et c'était tellement une étape où je voulais y aller, tu vois. Mais même quand j'étais là-bas, j'avais pas forcément fixé mes objectifs non plus. Je savais pas quel joueur je voulais être. Je ne savais pas comment travailler, tu vois. Là-bas, ça m'a appris beaucoup à comment aussi travailler. Une nouvelle forme de travail qui est différente de la Serbie, qui est beaucoup plus, on va dire, sharp, plus pointilleux. J'en ai appris sur moi-même, que ce que je voulais vraiment, quels nouveaux objectifs j'ai envie de me fixer. Donc, je pense que c'est un objectif que je voulais atteindre, qui allait me permettre d'en voir plus loin. Mais je ne me dis pas du tout que j'ai réussi. Je me dis que c'était une bonne étape dans ma carrière. Ça change rien, on va dire. Ça change rien pour moi. mais du coup, est-ce que le fait d'avoir eu on va dire, ces épreuves, tout ça, ça t'a un peu ouvert les yeux sur le fait que dans la vie, il n'y a pas que le basket. Parce que par exemple, j'ai vu sur tes réseaux que tu avais créé une agence de communication avec ta sœur, ce genre de Mhm. choses-là. Parce que toute ta vie, on va dire, tu as consacré pour ton objectif NBA, tu es passé par la Serbie, tout ça, comme tu l'as dit. Et après, en étant arrivé là-bas, est-ce que tu t'es dit, mais en fait, il n'y a pas que le basket dans la vie et c'est à ce moment-là que tu t'es ouvert sur le monde? De ouf. Parce que quand tu arrives en NBA, c'est une organisation où un peu les joueurs, vous êtes des produits. Vous allez avoir beaucoup de partenariats, de sponsors, de collaborations à faire, tu vois, à travailler avec telle et telle compagnie. Et il y a ce, comment on appelle, il y a ce meeting qu'on a avant de commencer à la pré-saison. Ça s'appelle le Rookie Transition Programme. C'est un séminaire où il y a tous les joueurs qui sont draftés et qui ont des contrats, où on est tous dans un hôtel et on a un séminaire pendant une semaine où on a des classes. Et on va avoir des classes vraiment sur tout. Et il y a des intervenants aussi qui étaient anciens joueurs, euh, ou qui sont du staff NBA qui viennent en gros leur parler de leur parcours, à quoi il faut faire attention dans cette nouvelle vie, tu vois, parce que c'est vraiment un total changement. Tu peux avoir des classes par rapport à la mode, tu vas avoir des stylistes qui vont venir t'expliquer comment t'habiller, comment matcher Ça, faut qu'ils les arrêtent habits. par contre, hein. Faut qu'ils baissent le... faut qu'ils baissent le...
qui, qui est le styliste de C'est la Westbrook? fashion Qui est le week, styliste de tu vois. Westbrook? Parce que putain, le mec, il vient avec un gilet jaune, gros. Non, mais c'est un deck, putain. Le mec, il se présente à un match NBA en gilet jaune. C'est la Fashion Week 2.0, tu vois. T'as des classes sur beaucoup de trucs. T'as des gars comme Antoine Walker qui est venu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars, il a joué en NBA à Boston, quelqu'un qui dépensait beaucoup. Et il expliquait un peu les vices avec l'entourage, les amis, la famille, ou même lui-même, les vices qu'il peut avoir en rencontrant des gens. Comment éviter de se faire attraper dedans, comment aussi économiser ton argent, ne pas tout dépenser. Il y a des gens qui viennent aussi pour expliquer les taxes. Il y en a qui viennent pour expliquer la communauté LGBT. LGBT, ouais. LGBT, ouais, qui fait part aussi de la NBA. Ils ont un séminaire où ils expliquent que voilà, il y a des joueurs qui ont joué à NBA qui faisaient part de cette communauté. Comment eux, ils l'ont vécu, tu vois, et comment bien les intégrer, tu vois, pour leur bien-être, tout ça. On a vraiment beaucoup de classes comme ça dure sur une semaine. Et après chaque classe, tu as une réunion avec ton groupe de classe où vous interagissez sur qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. La vie aussi des gens et pas que le côté sportif. Qu'est-ce qu'ils ont traversé, quelles sont leurs motivations qui leur ont amené à être là aujourd'hui. Et tu vois les choses aussi différemment, tu vois. Tu vois les joueurs aussi différemment. Et même toi aussi, tu comprends des choses où tu te dis, OK, il y a le basket, mais il y a beaucoup de choses qui se rattachent au basket avec la NBA. Parce que c'est là où tu apprends que, OK, tu es basketteur, mais c'est plus que sur le terrain, c'est aussi en dehors. Et comment en dehors tu veux te construire, tu vois, comment tu vois ta vie avec ta carrière, comment tu veux manager ça. Et avec ces 2 années à Chicago aussi, ça m'a permis de voir aussi ce que moi je voulais, comment je voulais entreprendre les choses, tu vois. Donc, comme tu as dit, j'ai l'agence Yelsa Agency avec ma sœur Yelena, tu vois, qu'on a fondée l'année dernière quand j'étais à Nanterre. Et même ça me permet de un peu aussi m'exprimer, me vendre aussi, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, me vendre, m'exprimer et gérer aussi mon image et ma personne, tu vois, due à cette agence, de pouvoir collaborer comme j'ai fait avec la marque hors d'œuvre de Gershon Yabusele. C'est une vision plus large, quoi. C'est une vision. Ouais. Mais ça, c'est très américain. En France, on n'a pas encore. En France ou même en Europe, on n'a pas trop cette vision-là. C'est un peu trop. Par exemple, toi, t'es basketteur, tu dois faire que du basket. Toi, t'es Ouais. menuisier, tu dois faire que de la menuiserie. Tu vois, c'est un Ouais. peu. On est un peu trop dans nos cases. C'est ça, c'est dommage par rapport à ça. Et moi, je trouve que les Américains, ils sont carrément en avance sur ça par rapport à nous. Et j'ai même envie de Ouais. dire, même dès le centre de formation en France, enfin, on est passé tous les trois par des centres de formation. Jamais, enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, jamais on parlait de quand tu es jeune, tu vois, tu es dans une phase, tu traverses une phase difficile, tu fais une mauvaise saison ou ça se passe un peu mal. Jamais un coach va te prendre, va te dire, ben, vas-y, va sortir, va boire des coups ou change-toi les esprits, tu vois. Et ça, en centre de formation, on n'en parle jamais. Et c'est limite un sujet tabou, j'ai envie de dire. Tu sais, le fait de pas aller bien, il y en a, oui, il y en a, bah, ils ont besoin de travailler, de travailler, de travailler, sauf qu'à un moment donné, je pense, il faut changer d'air. Ouais. Même si tu es un Ouais. besogneux, il faut changer d'air. Parce que sinon, tu pètes un câble. Ouais, Alors oui, on a cette image de Kobe, mais Kobe, c'est Kobe, quoi. Kobe Ouais. Bryant, c'est Kobe Bryant. Non, mais Ouais. les gars, Et puis, Kobe, ce que- il bossait comme un malade, mais go- autour de lui, tout ce qu'il a fait, même depuis son décès, sa famille, ouais, c'est elle clair, est bien sur des générations et des c'est générations, clair, hein. c'est clair. Ok, ils nous ont fait des documentaires Kobe, c'était un hard worker, mais Ouais, autour, il était pas, il utilisait son cerveau aussi, il n'utilisait pas que sur le terrain, tu vois. non, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est important de ouf. Comme tu as dit, Hugo, des fois, tu es trop dans le travail. Et en plus, quand tu es dans cet univers basket, tu vois, on dirait que tu es dans une bulle un peu. Et des fois, tu as besoin de sortir de cette bulle. Tu as besoin de faire d'autres choses, tu vois. Tu peux pas forcément, tu vois, tu peux être dans un pays ou une ville où tu n'as pas forcément tes proches ou c'est à travers le téléphone, tu vois. Mais tu as besoin des fois, cette activité ou de cette occupation qui te permet de complètement oublier que tu as entraînement demain ou que tu dois revenir à la salle ce soir ou qu'il y a match, tu vois, tu as besoin aussi de digérer le truc, tu vois. Et moi, je pense que
C'est surtout à la deuxième année que j'ai eu à Chicago où c'était un sentiment où tu étais enfermé, tu vois, tu pouvais pas forcément sortir des hôtels. Certaines villes, elles avaient leurs restrictions. Tu voyais pas de fans pendant les matchs. Donc, en fait, ça veut dire que tu voyais que ton équipe. Et soit tu étais chez toi, soit tu étais à l'hôtel. Et tu attendais l'entraînement, tu attendais le match. C'était vraiment... C'est quelque chose de stressant, tu vois, parce que tu te dis, mais ma vie, elle se résume pas qu'à une chose. Tu peux avoir tes rêves, tes objectifs. Tu peux être fou de travail, mais tu te dis toujours, ouais, il faut que je sois capable je sais pas, avoir une activité. Si tu aimes peindre, si tu aimes faire de la musique, tu vois, si tu aimes prendre des photos ou te faire prendre en photo, tu vois, mais au moins ça te sort de cet univers où tu fais ça déjà tous les jours, tu vois, parce que c'est un travail, tu vois, quand même aussi. C'est ta passion, mais quand tu es pro, c'est un travail. Ça enlève un peu toutes les étoiles que tu peux avoir quand tu es jeune, où tu te dis le rêve d'être basketteur. Et est-ce que mentalement, t'as été accompagné par un préparateur ou tu as vu un psychologue? Ça t'est déjà arrivé ou jamais tu t'es posé la question? Non, j'ai jamais eu de psychologue ou de préparateur. À un moment donné, je me posais un peu des questions, tu vois, je me disais, est-ce qu'un préparateur mental, ça pourrait être quelque chose qui va me booster ou me permettre de voir un peu les choses différemment? Tu me connais, je suis un peu réservé et j'ai la flemme de parler à quelqu'un que je connais pas. Au final, non, franchement, je me suis ouvert, tu vois. Je sais qu'on a eu pas mal de discussions, moi, où je te disais comment ça s'était passé aux États-Unis, même avec mes potes. C'est pas forcément aussi des choses que mes potes proches qui connaissent, tu vois, l'univers du basket. Généralement, c'est le foot, il y en a, c'est le sport de combat, tu vois, mais rien à voir avec le basket. Donc, ils découvrent aussi avec moi un peu le métier, qu'est-ce que c'est d'être basketteur. J'essaie aussi de parler au maximum à ma famille. Ils en apprennent, ils découvrent, et même moi, ça me permet d'extérioriser, tu vois. Et des fois, je redescends, je me dis que, en fait, rien n'est trop grave, tu vois. Rien n'est trop grave, rien n'est trop important. C'est toi qui mets de l'importance dans ce que tu veux. Et au lieu de vraiment de penser que j'avais besoin d'un préparateur mental, j'ai essayé de faire voilà, l'agence avec ma sœur, tu vois, essayer de entreprendre des choses sur le côté qui vont me permettre de sortir un peu de ce cocon, tu vois, ou de cette bulle. C'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, on avait eu une longue discussion par rapport à tout ça, et toi, tu as choisi, il y a des joueurs, comme tu dis, qui préfèrent prendre des préparateurs mentaux ou voir des psychologues, et toi, tu as décidé d'utiliser ta créativité, on va dire, pour te sortir de ta bulle, et c'est aussi, non, c'est intéressant, parce que généralement, ce qu'on se dit, c'est on va voir quelqu'un, on discute avec quelqu'un, mais aussi le fait de créer des choses, ça peut nous évader, et c'est... Ça me fait aussi sortir de ma zone de confort. Nous, c'est vrai qu'au basket, à part, on va dire, le jour du Media Day ou les photos de match, t'es pas un mannequin. C'est vraiment, tu as les postes d'entraînement ou les postes de match. Bon, ici, tu as les postes quand tu arrives en mode Fashion Week au match, tu vois, ou quand tu sors de l'hôtel. Kyle Kuzma, en mode Kyle Kuzma. En mode Kyle Kuzma, Westbrook, tout ce que tu veux. Tu vois, même le fait d'avoir fait cette collaboration avec Hors d'œuvre et même d'autres projets qui arrivent par la suite, c'est quelque chose où tu sors de ta zone de confort. J'ai fait cette collaboration, j'avais une mannequin avec moi, elle s'appelle Ambre. Elle, c'est son métier. Et même ça, tu apprends un peu du métier de l'autre, tu vois, tu découvres. C'est pas que tu te dis maintenant, je veux être un mannequin, tu vois, mais tu te dis, c'est intéressant de voir autre chose, tu vois, de voir un peu même dans l'entertainment, tu vois, de vraiment de te mettre à la place des autres et sortir toi aussi de ta zone de confort parce que tu apprends de leur métier, tu vois, et en même temps, tu le fais pour toi, tu vois. Je trouve que c'est lourd. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Adam? Tu vois, j'ai jamais eu de pépin physique, j'aimerais que ça reste comme ça, tu vois, et que mes objectifs se réalisent, hein. J'y travaille pour, mais avec la force de vous deux, tu vois, c'est toujours plus. Ah, on est là, tu connais, premier supporter. On envoie les ondes, fort. t'inquiète. C'est très bien. Et un petit message à Vincent Collet, peut-être, non? Venir toquer à la porte. Ouais, bien sûr. Il habite pas loin de chez Vincent. moi, Vincent. Donc si tu veux, je vais chez lui, je toque à la porte. Ah ouais, ah ouais. Vincent, si t'entends ça, n'hésite pas. Vincent, même Pascal, hein. Pascal, Boris Dio même, tu vois. On fait passer des messages, je On fait sais. passer des messages. Ouais. Mais est-ce que les JO Oh. de Paris 24 à Paris, c'est vraiment un objectif pour toi?
C'est un objectif, mais même à court terme, tu vois, le fait si je peux faire une fenêtre ou une compétition même avant, tu vois, ça reste toujours un objectif. Avec Hugo, on a été champion d'Europe. J'ai été aussi champion d'Europe avec les U18, tu vois, j'ai fait toutes les campagnes jeunes. Il y a une suite logique, tu vois, que j'aimerais créer. C'est sûr que ce soit sur les prochaines compétitions ou même les JO 2024 à Paris, moi, c'est des objectifs à fond. Et pour finir, pour toi, c'est quoi une bonne passe? Une bonne passe. Une bonne passe, c'est une passe D où normalement, t'as rien à faire de plus que la mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, une bonne passe. Même l'interview, c'est une bonne passe parce que ça me permet de m'ouvrir, on va dire, à ceux qui ne me connaissent pas, qui voient aussi quelle personne je suis et ils n'auront pas d'idée à se faire juste à travers des photos ou la télé et des clips vidéo, mais vraiment d'apprendre à me connaître, de savoir quelles étaient mes motivations. Et ça, c'est une bonne passe. Bah, on est là que pour ça, gros. Ah, gros. Nous, on a kiffé en tout cas. C'était vraiment Ouais, un c'est kiff. clair. Hein. Ouais, encore merci à toi, Adam, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Non, merci. C'était le premier, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous penser à moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Vraiment, de vous deux. Et j'aime beaucoup le concept. Et j'espère que ça va durer, que ça va bien péter. T'inquiète, Et- on va rester en contact. On a besoin de 2-3 contacts Oui, de ton répertoire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. S'il y a une petite démarque des Rosanne ou un truc là-bas, tu vois, par-ci, par-là, on est preneur. On est preneur. Je fais des très bonnes passes de t'inquiète. Les gars, sans déconner, Adam, on a un petit gimmick de fin avec Momar. Vas-y, Momar, je te laisse expliquer. À l'époque, parce que la bonne passe, ça vient de là en fait. C'est un coach. À chaque fois qu'on faisait des passes et qu'on faisait une bonne passe, justement, passe des trucs comme ça, il disait bonne passe. Tu vois. Avec un certain accent, tu vois, bonne passe, tu vois. Et justement, pour finir ce premier épisode avec toi, Adam, ça serait je dis 1, 2, 3, et en même temps, on dit bonne passe, et on finit comme ça. Vas-y. Vas-y, 1, 2, 3, bonne passe.